Mesdames, Messieurs, bonjour. Dimanche 28 mars 2021, le dernier dimanche de ce mois. Et nous allons attaquer avril, Inch'Allah. Et nous avons le plaisir de recevoir dans votre émission le jury du dimanche e-radio, la première radiovision du Sénégal, ITV et imedia.sn. Mamadou Djigo est le directeur général de l'Agence nationale d'aménagement du territoire et il est l'invité du JDD. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, Mamadou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je profite de l'occasion aussi pour saluer l'ensemble de vos auditeurs. Et téléspectateurs, mais aussi lecteurs. Et aussi les lecteurs de E-Média. Après l'eau la semaine dernière, voici la terre cette semaine. Plus exactement, le territoire. Mais le territoire à lui seul ne suffit pas. Il faut l'aménager et bien l'aménager. Et de l'aménagement d'un territoire dépend son développement, n'est-ce pas? Exactement. Dès lors, on peut légitimement se demander si le retard économique du Sénégal, pour ne pas dire son sous-développement, n'est pas lié en grande partie à un déficit d'aménagement territorial. Les spécialistes n'hésiteront pas à répondre par l'affirmative. Équité des territoires et égalité des Sénégalais pour lutter contre les injustices et les inégalités, il s'agit là des deux piliers sur lesquels repose le plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal et la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires. L'invité du JDD est donc bien à sa place. Mamadou Djigo est le directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Il est ingénieur en aménagement du territoire et en développement territorial, membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés publiques, AIBD, la SAPCO et Sodefitex. Et puis, c'est le côté caché de Djigo. Il est arbitre officiel de la Fédération française de football, où vous l'avez été. Oui. Arbitre un jour, arbitre pour toujours, comme on dit. La première question, Mamadou Djigo, nous allons commencer par le commencement pour faire pédagogie. Que recoupe l'aménagement du territoire de manière générale et en particulier dans un pays comme le Sénégal? Voilà. Je commencerai, Mamadou, par définir ce que c'est que l'aménagement du territoire. On peut l'appeler comme étant un ensemble de dispositifs, de techniques d'action et d'intervention qui visent à répartir de façon équitable, de façon intelligente, les objets sur le territoire national, à répartir les populations de façon à ce que ces populations n'habitent pas dans des zones à risque, telles que les zones inondables, les zones à risque technologique et autres, mais aussi répartir les infrastructures, les équipements, les services, afin que ce territoire soit très bien aménagé, très bien organisé pour pouvoir accéder au développement. En réalité, c'est ça l'aménagement du territoire. Équité. C'est essentiel. C'est très dans essentiel. L'aménagement du très territoire. Essentiel. Oui. Pourquoi? Parce que équité, vous savez, la fonction première de l'aménagement du territoire, auparavant, je dirais, c'était de faire de telle sorte que le territoire soit en sécurité. Et l'équité territoriale fait partie des éléments fondamentaux pour qu'il y ait de la sécurité au niveau des territoires. Maintenant, vous savez, aujourd'hui, l'aménagement du territoire a bifurqué un peu vers l'économie parce qu'on s'était rendu compte qu'à force de vouloir sécuriser, on risque de créer en fait des inégalités, on risque de créer des choses qui poussent à ne plus avoir la sécurité en réalité en fait. Du coup, l'économie est venue devant la sécurité, ce qui fait qu'en fait, on tient compte de l'aspect économique des territoires d'abord, ensuite de la sécurité, après viennent les autres éléments pour la construction, pour l'organisation, pour le fonctionnement d'un territoire.
Alors, il y a cette question, je ne dirais même pas question, Didi Ba qui a réagi sur Facebook, il fait une réflexion, tout simplement, que je vais soumettre à votre appréciation. Il dit: le Sénégal n'a jamais eu un plan d'aménagement du territoire digne de ce nom et qui répond à nos réalités. Le pays est très déséquilibré presque sur tous les plans. Quel que soit le plan qui sera proposé, il doit être accompagné par une volonté politique. La communalisation intégrale doit être accompagnée pour que la territorialisation des politiques publiques soit une réalité. Nous ne sentons pas vraiment le rôle des départements dans le rapprochement des politiques de l'État. Certaines institutions comme le HCCT ne servent à rien du tout. Quant aux ressources, elles sont mal exploitées, pour ne pas dire surexploitées. Que vous inspire cette réflexion de Didi Ba? Je suis d'accord avec lui sur certains points. Et sur d'autres, il n'y a jamais eu de plan d'aménagement du territoire dit de son nom. Je ne suis pas d'accord avec lui. Après les indépendances, en fait, plus précisément en 1977, le Sénégal avait tenté d'élaborer un plan national d'aménagement du territoire, c'est le PNAT. L'élaboration de cet outil avait duré 20 ans. Beaucoup d'efforts ont été faits. Et sa validation, c'était en 1997. Mais malheureusement, ce plan-là, qui était bon, moi que je trouve bon, parce que j'ai eu à le lire, à le parcourir, à vérifier ce qui avait été mis dedans. Mais malheureusement, ce plan a eu ce qu'on appelle un défaut de mise en œuvre. Il n'a pas tort de dire qu'il n'y a pas de plan d'aménagement puisqu'il n'est pas appliqué. Mais il a raison. Oui. Il a raison puisqu'il y a eu un défaut de mise en œuvre. C'est ce qui a occasionné aujourd'hui le fait que nous avons un déséquilibre entre la France côtière ouest et le reste du pays. Entre Dakar et les autres villes du pays. Le fait qu'aussi les Sénégalais, il y a énormément de Sénégalais qui habitent dans des zones à risque. Comme je l'ai dit au début de mes propos, il y a eu aussi du fait que nous avons l'exode rural en fait qui continue depuis. Maintenant, aujourd'hui, le Sénégal dispose de nouveaux plans d'aménagement et de développement territorial qui est excellemment bien fait, qui est très bien fait. Parce que pour élaborer ce plan, c'est parti de plusieurs en fait remarques. Oui. C'est la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall. Parce que lui, avant d'accéder à la magistrature suprême, il a eu la chance et l'occasion et la chance en fait de faire le tour du pays, d'identifier ce que nous avons et ce que nous n'avons pas, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il s'est rendu compte que nous avons un pays immensément riche, avec beaucoup de ressources, mais malheureusement sous-exploité, ou mal exploité, ou pas exploité du tout. Il a fait un diagnostic qui part de quoi précisément? D'une inexistence d'aménagement territorial ou seulement d'un déficit? D'un déficit d'organisation spatiale. Il s'est rendu compte que nous avons énormément de choses à valoriser. Ce que vous dites est quand même préoccupant, pour ne pas dire grave. Depuis 1960, c'est seulement maintenant qu'on se rend compte qu'il y a un manque d'organisation spatiale. Parce que le premier plan qui avait été élaboré a eu un défaut de mise en œuvre. Les gens m'ont dit, en fait, c'est le fait qu'il y avait les ajustements structurels. D'autres ont dit que c'est le fait que 3 ans après la validation de ce plan, qu'il n'avait pas une loi qui l'accompagnait, il y a eu une alternance politique. Et en 2000, quand le PDS a remplacé le Parti socialiste, il n'avait pas jugé utile de mettre carrément en œuvre ce plan. Mais il y a eu quand même des infrastructures qui ont été réalisées à partir de ce plan. Maintenant, mais dans le désordre, c'est ce que vous voulez dire? Oui, exactement. Maintenant, quand le président est arrivé, il avait posé un acte fort en organisant un conseil présidentiel sur les inondations. C'est le plan décennal de lutte contre les inondations. Et c'est ce jour-là qu'il avait demandé à ce qu'on élabore un nouveau plan. Parce que cela ne peut pas continuer.
Maintenant, vous savez, l'élaboration de plans d'aménagement du territoire pour nos pays, comme le Sénégal, ça prend beaucoup de temps. Le premier plan avait pris énormément de temps. Et lui, le président de la République, ne pouvait pas attendre aussi 20 ans encore pour attendre qu'on lui élabore un plan pour pouvoir dérouler. Du coup, il a phasé en fait sa façon d'organiser l'espace. Il a dit, j'ai remarqué au niveau de nos axes transfrontaliers qu'il y a des difficultés et des manquements. Je mets des programmes d'urgence pour pallier à ces choses-là. En attendant, faites-moi un plan qui ne va pas dépasser les 5 ans. Un plan, allez voir tout le monde. Allez voir les universités, allez voir tout ce qui s'exprime au Sénégal, les acteurs, les agriculteurs, les éleveurs, les mécaniciens, allez voir tout le monde et faites-moi un plan national d'aménagement du territoire et de développement territorial. Il a intégré le développement territorial. Et ce plan a comme objectif de développer le Sénégal à partir de ces territoires par une bonne structuration de l'espace. Il faut structurer l'espace en désenclavant totalement le pays, en mettant en place des infrastructures adaptées avec une répartition spatiale des équipements, des infrastructures, des populations de façon intelligente, en faisant de telle sorte qu'on ait un plan qui répond aux besoins des Sénégalais d'aujourd'hui et demain. Parce qu'il s'est rendu compte qu'au moment des indépendances, on n'était que 3 millions de personnes. En 2000... Aujourd'hui, on est presque à 17 millions. Aujourd'hui, on est presque à 17 millions. Et en 2035, on sera à peu près 25 millions de personnes. Alors, oui. Et il y aura à peu près 10 millions de plus qui vont s'ajouter à ces 17 millions de personnes. Okay. Ce qui veut dire que, compte tenu de la structuration démographique que nous avons, nous allons continuer à avoir une population très jeune. Très bien, on va en parler tout à l'heure. Il va falloir les accueillir. Et bien les accueillir en organisant aussi l'existant. D'accord, on va parler du croît démographique tout à l'heure par rapport à l'espace dont nous disposons, parce qu'on a 200 000 km² à peu près. Exactement. Et une population qui augmente. On va en parler tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes Mamadou Djigo, directeur général de l'ANAT, Agence nationale d'aménagement du territoire, et que vous êtes l'invité du jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn. Mais ma question, c'est que est-ce que vous êtes en train de dire que sans aménagement du territoire, il ne saurait y avoir de développement? Et question subsidiaire, est-ce qu'on peut dire que tous les pays développés ont un plan d'aménagement et c'est pour cela qu'ils sont développés? Tous les pays développés ont un plan d'aménagement du territoire. Maintenant, il y a des pays qui ont des plans qui les cachent parce qu'il y a des raisons géostratégiques. Il y a des pays qui projettent... Non, je ne veux pas créer en fait C'est des pays voisins je ne veux pas créer d'incidence diplomatique. Nous avons des amis, mais je peux... Des pays voisins, Mauritanie, Gambie, la Mauritanie, Guinée, la Mauritanie a eu un plan d'aménagement du territoire qui est bon, parce que moi, on me l'avait appris en licence, quand j'étais à l'université Joseph Fourier de Grenoble. Les plans qui avaient marché, on m'avait donné l'exemple de la Mauritanie. Ce jour-là, j'étais surpris. Je m'étais intéressé à la question, j'avais demandé encore des explications par rapport au fait que la Mauritanie avait un plan d'aménagement à l'époque et que le Sénégal n'en avait pas appliqué. Mais vous savez, un plan d'aménagement, c'est la stratégie en fait. C'est une stratégie d'organisation spatiale. Des fois, on le dit, des fois, on ne le dit pas. Et quand j'ai demandé à ce prof-là, qui m'a dit, oui, mais ce plan d'aménagement du territoire de la Mauritanie est dans même certains dictionnaires français de l'aménagement du territoire. De ce point de vue, la Mauritanie a une longueur d'avance sur le Sénégal, mais je vous laisse poursuivre. Sans aménagement du territoire, point de développement, ça, et que tous les pays développés ont un plan d'aménagement. Faites donc le syllogisme et vous comprendrez pourquoi. Oui. Vous savez, il faut que je termine. Quand je me suis intéressé à la question, on s'était rendu compte que le plan de la Mauritanie avait comme objectif de couper toutes les lignes économiques avec le Sénégal, qui était un pays concurrent,
entre guillemets, même si la Mauritanie est une nation sœur à notre pays. Le développement s'était centré sur Nouakchott. Ils avaient créé la route de l'espoir, en fait. Et cette route de l'espoir, si vous tapez sur Internet, vous la verrez. Quand on compare aussi, nous avons un élément de comparaison. Il s'agit de Rosso. Il y a Rosso Mauritanie, Rosso Sénégal. C'est presque une même ville. Il y a la partie mauritanienne et la partie sénégalaise. Quand on fait la comparaison, on sent nettement qu'il y a une grande ville au niveau de Rosso Mauritanie et Rosso Sénégal est un peu petit. Ça, c'est voilà, c'est des questions géostratégiques. Comme quoi, il faut qu'on soit un peu plus humble aussi parfois. Nous, Sénégalais, nous avons des retards dans certains domaines par rapport aux voisins. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je rebondis sur les questions liées à l'économie transfrontalière. Vous savez, au niveau des frontières, il y a ce qu'on appelle une économie transfrontalière. Et c'est le pays qui offre le plus de services souvent qui gagne en réalité, en fait. Quand vous voyez ce qui se passe de part et d'autre de nos deux pays, on voit nettement qu'il y a une dilatation de l'économie, comme nous, on a l'habitude de le dire, de l'autre côté, par rapport à nous. En aménagement du territoire, on dit on dilate l'économie, on met une infrastructure ou des services pour dilater l'économie, ou bien on absorbe l'économie carrément, en fait. Et ça se joue dans toutes les frontières, en fait, des pays. Et le Sénégal est suffisamment outillé aujourd'hui par rapport au nouveau plan national d'aménagement et de développement territorial. Très bien. On va parler tout à l'heure de la vision qui sous-tend ce plan et ses objectifs à l'horizon 2035. Mais dans la question de Bidiba, il dit que le Haut Conseil des collectivités territoriales ne sert à rien. Mais vous savez, une institution qui participe comment dirais-je encore, qui participe au développement de ce pays, à la vision de où nous voulons aller pour demain, après-demain, qui participe à la réflexion, qui rassemble toutes les intelligences de notre pays pour participer aux décisions. Je pense que le Haut Conseil a toute sa place au niveau de nos institutions. On ne peut pas réfléchir sur des questions territoriales sans une institution comme le HCCT pour poser autrement la question de Bidiba. Le HCCT, j'ai eu à répondre à plusieurs reprises parce que chaque année, quasiment, on me convoque pour restituer ce que nous avons fait. Et j'ai eu la chance de rencontrer là-bas, en fait, des professeurs, de rencontrer là-bas des ingénieurs, de rencontrer des personnalités de notre pays qui peuvent accompagner le développement de ce pays. Moi, je pense que, à mon humble avis, je pense que le Haut Conseil a sa place au niveau de nos institutions. Voilà. Mamoudou Djigo, quelle est la vision qui sous-tend et quelle figure aura le Sénégal à l'horizon 2035 en matière d'aménagement territorial avec le plan national d'aménagement du territoire? Voilà, je vous le disais, ce plan a comme objectif de développer le Sénégal à partir de ses territoires par une bonne structuration de l'espace et une valorisation intelligente de toutes les ressources territoriales. Maintenant, la structuration de l'espace, le président a compris qu'il faut désenclaver le pays. Il faut desservir toutes les grandes agglomérations, y compris les petites villes et les petits villages. C'est la raison pour laquelle, dans le plan, il est défini une autre armature urbaine. Parce que vous savez, l'armature urbaine que nous avons, nous l'avons héritée de la colonisation. Il a dit, et maintenant ce qui va se faire, nous allons renforcer Dakar, développer Dakar, aérer Dakar, faire de telle sorte que Dakar soit une métropole internationale qui est en compétition en permanence avec les grandes capitales de ce monde. On n'est pas en train d'hypertrophier davantage Dakar? Non, on n'hypertrophie pas. Non. C'est que lui, ce qu'il ne voulait pas, c'est qu'on tue Dakar. Parce que Dakar est déjà hypertrophié. Oui. Est-ce que ce qu'on est en train de faire, on n'est pas en train d'aggraver le cas de Dakar? Dakar est déjà grande, en fait. Oui. Mais si on tue Dakar aujourd'hui,
Si on lui enlève son économie, on lui enlève sa culture et autres, on risque d'aider ses concurrents directs, parce que le reste du pays n'est pas le concurrent de Dakar. Le concurrent de Dakar, c'est Abidjan, c'est Rabat, c'est New York, c'est autre. Bien sûr, mais Diamniadio n'aggrave pas cette hypertrophie? Non, Diamniadio fait partie de ce qui va désengorger Dakar. Parce que vous savez, je vais vous l'expliquer de façon claire. Vous savez, surtout dans les grandes villes, nous avons ce qu'on appelle les CBD. Le Central Business District de Dakar se trouve au niveau de Plateau. Le matin, quand on se lève dans la banlieue, la périphérie de ce CBD, nous convergeons tous vers Plateau, ce qui amène ce qu'on appelle le mouvement pendulaire à sens unique. Ça occasionne des embouteillages, des retards économiques sur beaucoup de choses. La pollution et autres. Ils sont toujours là, ces embouteillages, cette pollution. Laissez-moi finir. Et le soir, c'est le retour. Oui. Du coup, le mouvement pendulaire est à sens unique. Et ce n'est pas bien pour une grande capitale comme Dakar. Oui. Le président a dit, ce que nous allons faire, nous allons créer une autre centralité ou d'autres centralités au niveau de Dakar pour inverser ce mouvement pendulaire. D'où Diamniadio. Oui. Diamniadio, on va mettre en place des infrastructures, des équipements et des services pour soulager un tout petit peu le plateau. Oui. Mettre en place en fait le pôle urbain du Lac Rose pour avoir aussi d'autres centralités afin que la périphérie change un tout petit peu par rapport à l'organisation spatiale que nous avons. Mettre en place le TER, mettre en place le BRT pour alléger par rapport aux transports qui font suffoquer. Maintenant, en ce qui concerne l'équilibre territorial, il a proposé 10 métropoles d'équilibre. Et ces 10 métropoles d'équilibre qui sont Thiès, Mbour, Touba et Mbacké, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda, Kédougou, Matam, Ziguinchor et Kolda, ces 10 métropoles d'équilibre. Nous avons identifié tous les éléments qui font que chaque année, nous avons des milliers et des milliers, des centaines de milliers de Sénégalais qui quittent leur localité pour venir à Dakar. Nous nous sommes dit, le premier élément, c'est la formation, c'est l'emploi, c'est l'université, c'est le port. Il a demandé à ce que, au niveau de ces métropoles d'équilibre, qu'on mette tous ces éléments-là, y compris les 100 000 logements, y compris les universités, y compris les centres de formation, y compris les ports secs et autres, pour que les populations arrêtent l'exode rural carrément en réalité. Permettez que je place quand même une question. Est-ce que le projet d'une deuxième grande ville, autrement dit d'une sorte de capitale administrative, est toujours d'actualité au Sénégal? Nous avons des projets de 10 autres grandes villes. Donc, il n'est pas question, permettez, moi ma question est précise, il n'est plus question d'une autre grande ville comme capitale administrative, à l'image de ce qui se fait en Côte d'Ivoire, au Nigeria et autres. Dans le plan, moi je me suffis de ce qu'on a au Sénégal parce qu'on a beaucoup d'intelligence. Dans le plan national d'aménagement du territoire, il n'est pas prévu une capitale administrative aux côtés de Dakar, capitale économique. Il est prévu 10 autres métropoles d'équilibre pour équilibrer Dakar. Le Sénégal a une autre option, différente de celle de la Côte d'Ivoire ou du Nigeria. Exactement, qui seront 10 autres métropoles. 10 autres métropoles qui seront suffisamment dotées d'infrastructures, d'équipements, de services et aussi adossées à un pôle de développement économique avec l'exploitation des ressources qui sont au niveau de ces métropoles d'équilibre. En réalité, c'est ça. Maintenant, le fait de vouloir coûte que coûte avoir une deuxième capitale administrative et autres, on peut constater par rapport
aux conurbations qui sont en train de se faire. Quand on voit Touba a carrément aujourd'hui avalé la ville de Mbacké, la commune de Mbacké. Touba est une très grande ville. Ce n'est pas le fait de vouloir coûte que coûte avoir une autre grande ville à côté mais l'équilibre se fait au niveau national de façon intelligente. En fait. On a compris. Alors, Mamadou Djigo, directeur général de l'ANAT, Agence nationale d'aménagement du territoire, est l'invité de ce jury du dimanche. Horizon 2035, c'est ça l'horizon fixé pour ce PNDAT, mais quels sont les objectifs intermédiaires? On est encore loin de 2035. Voilà, les objectifs intermédiaires, en fait, c'est d'ici 2035, par rapport aux services de l'État, par rapport aux ministères et aux autres institutions de l'État, il est prévu à ce que chaque année, compte tenu du rôle de chaque institution, qu'on mette en œuvre ce plan. Maintenant, ce plan, il est prévu de mettre 45 centres de formation dans les départements le plus rapidement possible. D'ici 2035, ça va se faire une à une jusqu'à ce qu'on atteigne cet objectif-là. C'est le cas aussi pour le port sec de Tamba, que nous appelons un terminal à conteneurs. Parce que vous voyez, chaque année, il y a beaucoup de camions maliens qui viennent à Dakar. Des fois, on peut avoir des dommages au niveau de nos routes et autres. Et puisque le président de la République a décidé que Tamba soit une métropole d'équilibre, on va faire de telle sorte que ces camions-là restent au niveau de Tamba et qu'il y ait une activité intense avec l'exploitation de la Sodefitex qu'il va falloir en fait remettre en selle, le coton et toutes les ressources qui sont dans cette région-là, à savoir les mines et autres. Alors, Mamadou Djigo, vous parliez tout à l'heure de l'équité entre les territoires et de l'égalité entre les citoyens, qui sont deux paramètres, on dira fondamentaux de l'aménagement et du développement des territoires. Mais quand on parle d'équité et d'égalité, il y a la question de la répartition des ressources. Comment les ressources sont réparties, mais avant même cette question, quelles sont les ressources dont dispose notre pays, de manière concrète? Vous savez, ici il n'est pas, par rapport aux ressources, il n'est pas question d'équité, mais il est question de complémentarité. Oui. Nous avons découvert au niveau de toute la Casamance, en fait, des ressources de la foresterie et le développement par rapport aux deux métropoles d'équilibre, Kolda et Ziguinchor, par rapport aux métropoles régionales que sont Sédhiou et les centres relais. Il est prévu de faire une exploitation intelligente, articulée de toutes les ressources liées au bois, à la menuiserie industrielle. Faire de telle sorte que l'université et les centres de formation qui sont là-bas apportent l'ingénierie par rapport à ces ressources-là. Quand on prend l'exemple de Tamba, je l'ai évoqué tout à l'heure, quand on prend l'exemple du nord, en fait, partant de Saint-Louis, Richard Toll, jusqu'à Podor, Ndioum, Matam et autres, au-delà du chemin de fer qu'on a prévu de construire là-bas en faisant la grande boucle pour desservir de façon intelligente tout le Sénégal, il est prévu de prendre l'exemple sur Richard Toll, qui est une commune viable aujourd'hui, qui est une commune qui s'appuie sur une ressource territoriale qui est la compagnie sucrière sénégalaise. J'ai un professeur qui s'appelle Bernard Pecker, c'est mon maître à penser. Il nous disait tout territoire est développable. Même quand il n'y a rien, ce territoire est développable. Il suffit juste de créer la ressource territoriale capable de porter ce développement-là. À plus forte raison quand ce territoire a des ressources. C'est pourquoi j'aimerais juste avoir une petite photographie
de nos ressources. Voilà, une petite photographie de nos ressources. Quand on prend, par exemple, quand on quitte Saint-Louis jusqu'à Matam, la première ressource, c'est le fleuve, avec tout ce que peut amener le fleuve en termes de pêche, en termes aussi de culture. Il y a aussi les ressources créées là-bas. Les ressources créées, ce sont, je le disais, la compagnie sucrière, les terres sont là-bas aussi, il y a l'eau, il y a certains centres de formation au niveau de ces territoires-là. Quand on vient un tout petit peu jusque dans le Ranérou-Ferlo, nous avons beaucoup de terres en réalité, beaucoup d'espace. J'ai l'habitude de donner des fois l'exemple de la commune de Oudalaye, qui fait 10 000 km², qui fait presque 18 fois la région de Dakar et 2 fois la région de Kaolack. Cette commune-là, c'est la commune la moins peuplée du Sénégal. Et c'est la plus grande. Et c'est la plus grande. Et la ressource que nous voulons créer là-bas, c'est la culture fourragère. Parce que quand on regarde le sous-sol de Oudalaye, nous avons le maïs trichien, nous avons une bonne eau, pas trop profonde, où on peut tirer l'eau vers le haut pour faire carrément en fait, de la culture fourragère industrielle, intense, pour faire du Sénégal un hub en culture fourragère. C'est ce que nous proposons dans ce plan. Quand on quitte Oudalaye, on va vers Goudiri, Bala, Djankhemaha et autres. Nous avons aujourd'hui là-bas des champs de baobab, du baobab à n'en plus finir. Et aujourd'hui, le baobab est devenu de l'or blanc. Il y a beaucoup de sociétés, beaucoup d'industries alimentaires qui sont en train de voir comment intégrer le fruit du baobab dans les compléments alimentaires. Nous avons décidé aussi de faire de là-bas de l'industrie, de la micro-industrie pour exploiter de façon intelligente ce baobab-là afin qu'on trouve énormément d'emplois dans ces régions-là, dans ces parties du territoire. Quand on vient jusqu'à Kédougou, vers le Bafeto et tout, nous avons le métal, nous avons le marbre, nous avons des matériaux de construction. Pour nous résumer, le Sénégal a énormément de ressources. La terre, l'eau, le gaz, le pétrole. Qui vont arriver, les ressources minières, les ressources, le bois. Voilà, le Sénégal regorge de ressources. Exactement. Et avant l'arrivée de M. le Président de la République, on disait qu'on était un pays très pauvre. Oui. Mais aujourd'hui, avec l'identification et la cartographie de ces ressources-là, nous savons que nous sommes un pays immensément riche. Donc, c'est quoi la clé du développement? Pourquoi on est sous-développé? La clé du développement, c'était d'avoir un excellent plan d'aménagement du territoire adossé au développement territorial. Et le développement territorial, c'est l'association de tous les développements vertueux autour d'une ressource. Maintenant, ce qui est prévu dans ce plan, par rapport au développement territorial, il y a le développement industriel, il y a le développement économique, il y a le développement social, le développement environnemental, le développement humain surtout. Tous ces développements-là, aujourd'hui, sont articulés au niveau de ce plan pour qu'on atteigne le développement le plus rapidement possible. Et c'est quoi donc l'objet de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires? Dit intelligemment et de manière accessible, ça veut dire quoi? L'objet de cette loi, c'est pour que ce plan soit opposable aux tiers. Vous savez, le premier plan était bon, il était bien écrit, parce que le premier plan, c'était basé sur des données fiables de notre pays. Mais malheureusement, il n'y avait pas de loi qui l'accompagnait. Mais ce nouveau plan, pour répondre à M. Djegiba, non, c'est ça? Bidiba, qu'il y a une forte volonté politique par rapport à la mise en œuvre de ce plan. C'est la raison pour laquelle, le 28 décembre dernier, la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires a été votée pour que, aujourd'hui, le Sénégal, qui est divisé en 14 grandes affectations par rapport
à ce plan soit respectée, que les Sénégalais savent aujourd'hui où se trouvent les zones à risque, les zones inondables non constructibles, et que cela soit respecté. Et que aussi les futures infrastructures que nous allons mettre en place, parce qu'il est prévu de mettre en place les rails, les routes, toutes les grandes métropoles, la métropole internationale et les autres métropoles, dans ce plan, il est prévu de les relier par des autoroutes. Et le foncier de ces infrastructures-là va être protégé dès à présent dans le cadre de cette nouvelle loi. Parce que dans le cadre de cette loi, il est prévu ce qu'on appelle les zones d'aménagement différé. Par exemple, Mamoudou, s'il est prévu de construire une université avant 2035 à Matam, là où on va construire cette université-là, va être protégé dès à présent. Avant 2035. Vous anticipez sur la question d'Aliou Sall qui vous dit justement pourquoi est-ce que de 60 à nos jours, dans le Fouta, il n'y a pas d'université? De 60 à nos jours, je ne peux pas l'expliquer, mais par rapport au nouveau plan, il est prévu de construire en fait des universités dans les métropoles d'équilibre. Quand mais le camp... Prévu, c'est trop facile. Quand bientôt, je pense, parce que si ce n'était pas la pandémie, je pense qu'on avait lié à la pandémie de la Covid-19, je pense que sur certaines choses, l'État allait anticiper sur pas mal de choses. La pandémie a bon dos. Non, non, c'est pas... Mais, oui, mais ces universités-là, ou cette université dans le Fouta, puisque c'est une question qui a été posée, elle va être réalisée quand? Vous ne pouvez pas vous engager sur les délais? Ça, je peux, voilà, sur les délais, très sincèrement, intellectuellement et honnêtement, je ne peux pas m'engager sur les délais, mais il est prévu dans le plan, pour la mise en œuvre de ce plan, une université dans les métropoles d'équilibre. Puisque Matam en fait partie, il est prévu de mettre là-bas une université, voilà. Très bien. Aliou Sall, vous avez donc la réponse à votre question. Alors, parlons du croît démographique. Vous dites, d'après vos projections, d'ici 2035, on sera à 25 millions. Aujourd'hui, on est à 16 700 et quelques mille selon les statistiques de l'ANSD. Une population jeune. Les événements que nous avons vécus récemment ont montré que la jeunesse avait des préoccupations. Éducation, formation, mais surtout emploi. Mais comment vous considérez d'abord la jeunesse de la population sénégalaise? Une bombe à retardement ou plutôt une opportunité? Non, c'est une opportunité. La jeunesse, elle est toujours une opportunité. Une bombe maintenant, il nous faut juste... Comment faire une opportunité? Nous l'avons évoqué dans le plan. Le dividende démographique, nous comptons énormément la valoriser en fait dans le cadre de ce travail. Vous savez, les questions de jeunesse, les questions d'emploi, c'est des projections lointaines en fait. C'est la raison pour laquelle j'en veux souvent au fait à certaines personnes ou à certains faits qui ont fait que le premier plan n'avait pas été mis en œuvre. Parce que nous avons trop tardé à caler nos politiques par rapport aux dynamiques démographiques et aux dynamiques spatiales. Et comme on le sait tous, ce qui nous rattrape, c'est le fait que l'ancien plan n'était pas mis en œuvre. Maintenant, les autorités l'ont compris. Tout le monde a compris que le nouveau plan qui a été élaboré et qui a été validé le 24 janvier 2020 est un excellent plan qui tient en compte ces projections-là. Nous sommes, comme je le disais, en 1960, au moment de nos indépendances, on était 3 millions. Aujourd'hui, on est 17 millions. En 2035, on sera 25 millions. Et les 10 millions qui vont se rajouter à nous, nous allons les accueillir en fait dans ce plan. Il est prévu de bien les accueillir, de bien les former. Les besoins du Sénégal en eau vont être augmentés parce que le président a décidé, dans le cadre de la politique d'eau, d'accentuer, de faire de telle sorte que les générations qui vont venir n'auront pas de difficultés
par rapport à nous ou par rapport aux autres personnes qui ont subi ces difficultés. C'est bien de travailler pour les générations à venir, et d'ailleurs c'est comme cela qu'un pays avance. Voilà, c'est important, mais cela n'est pas moins important de trouver des solutions aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Sur la question de l'emploi, qu'est-ce que vous avez prévu dans le cadre du PNDAT pour apporter des solutions pertinentes à la question de l'emploi des jeunes? Voilà, je ne voulais pas trop m'avancer sur cette question d'emploi, mais je vais vous dire Pourquoi vous ne vous avancez pas? Vous êtes déjà jeune, vous êtes à un niveau de responsabilité, il y a une équation qui se pose. Je dis en fait, par rapport, parce que vous savez, il y a très prochainement, il y a un forum qui va être organisé pour ressortir tout ce que nous avons fait par rapport à l'emploi et là où nous voulons aller. Je voulais laisser la primauté aux autorités pour parler exactement de ce qui va se faire. Maintenant, ce qui est prévu dans le cadre de ce travail, de ce plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal, on a identifié toutes les ressources du Sénégal. On a identifié toutes les villes, tous les villages et toutes sortes de zones capables d'accueillir, en fait, de créer de l'activité. C'est à partir de là que nous avons cartographié, identifié et montré l'ensemble des ressources que nous avons et comment les valoriser. Quel est le nombre d'emplois qui est prévu dans le cadre de l'exécution, de la mise en œuvre du plan d'aménagement du territoire? Moi, je parle de plein emploi. Oui. Moi, c'est le plein emploi. D'ici 2035, c'est le plein emploi. Plus de chômage. Je ne dirais pas qu'il y aura plus de chômage, mais il est prévu. Ça renvoie à quoi concrètement, le plein emploi? Parce que parfois, c'est des termes techniques. Laissez-moi finir. J'avais un professeur quand j'étais à l'université qui nous enseignait les processus d'industrialisation, de création d'emplois, de création d'activités et de création d'entreprises. Il avait l'habitude de nous dire c'est uniquement nos besoins qui créent de l'emploi. Il s'appelle André Rosanvallon. C'est cette exactement préoccupation que nous avons ici. J'accompagne des jeunes. S'il vous plaît, voilà, je vais vous répondre pour arriver à votre question. Oui. J'accompagne des jeunes dans une exploitation. Un jour, ils m'ont demandé, mais pourquoi vous nous dites de valoriser tel produit et pas d'autres produits? Je leur ai dit, en fait, allez dans un centre, dans un hypermarché. Faites-moi le relevé de prix, de produits et les traçabilités. Laissez-moi finir, Mamoudou, parce que c'est important. Quand les jeunes sont venus, ils m'ont montré en fait une liste où il y avait beaucoup de produits. J'avais remarqué que le kilogramme de la dinde coûtait 9 000 francs dans un supermarché que je ne veux pas nommer. Je leur ai demandé, mais pourquoi le kilogramme de dinde coûte 9 000 francs? Ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas. J'ai dit, c'est parce que c'est une dinde qui est importante. Si on arrivait à faire cette dinde-là, c'est de l'emploi. Parce que puisque nous ne fabriquons pas cette dinde, on sous-traite l'emploi à l'extérieur. Laissez-moi finir. Oui, d'accord. Le temps nous est compté. Voilà, vite fait, on a fait les calculs. Je leur ai dit, la dinde qui vient du Brésil fait 35 kilos. La dinde sénégalaise fait 12 kilos. On les accouple en fait, on a une dinde qui fait 20 kilos à peu près. Si on réussit à faire 500 dindes par mois, et on vend le kilogramme à 5 000, c'est à peu près 50 millions. C'est comme ça que l'on crée de l'emploi. Maintenant, par rapport à l'emploi lié au plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal, le plein emploi, nous avons identifié l'ensemble des ressources de ce pays. Nous avons identifié, nous avons proposé des modes de valorisation de ces ressources. Nous sommes allés même jusqu'à faire des fiches de projet sur comment faire pour produire les produits que nous utilisons au quotidien. Le Sénégal a besoin de clous, nous avons de l'acier, il faut que l'on fabrique l'acier. Le Sénégal a besoin de cure-dents,
il faut qu'on fabrique les cure-dents ici. Le Sénégal a besoin de... Laissez-moi finir. Le Sénégal a besoin de babouches. Vous prenez... Donnez des exemples. Je suis d'accord, c'est intéressant. Mais le plein emploi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que compte tenu de la démographie que nous avons, compte tenu de la jeunesse que nous avons, compte tenu des ressources présentes au Sénégal, compte tenu de nos besoins, les modes de valorisation de toutes ces ressources-là va nous permettre d'avoir beaucoup d'emplois. Et ça va aider ce pays à se développer le plus rapidement possible. Parce que Bernard Piqueur me disait, Mamadou, le développement, c'est l'emploi, c'est la recette des collectivités territoriales. Si on arrive... J'aimerais bien que vous citiez quand même Cheikh Anta Diop aussi de temps en temps, ou quelqu'un d'autre, ou Mamadou Dia, pour être beaucoup plus proche des réalités. Mamadou Dia et Cheikh Anta Diop aussi ont fait beaucoup de choses. Voilà, on fait beaucoup de choses. Mais puisqu'on parle de développement territorial, c'est la raison pour laquelle j'insiste souvent sur le concepteur du développement territorial. Je donne un exemple. Vous savez, pendant les vendredis, vous allez devant les mosquées du Sénégal. Vous voyez des millions de Sénégalais avec des millions de babouches. Mais ces babouches nous viennent du Maroc. Cela veut dire que l'emploi issu de ces babouches-là est sous-traité à l'étranger. Nous, ce qu'on a proposé pour que cet emploi reste au Sénégal, on a identifié Touba comme étant un territoire de production de peaux. Il faut valoriser les peaux à Touba. Avec Ngaye Mékhé nous fera des babouches, voilà, articuler Ngaye Mékhé et Dara Linguère pour faire les babouches ici. Par exemple, si on prend le jour de la Tabaski, si 2 millions de Sénégalais portent des babouches marocaines, 2 millions, si on multiplie 2 millions par 5 000 francs, c'est 1 milliard. Je ne sais pas, je ne suis pas fort en calcul, mais ça fait quand même quelques milliards. Voilà, c'est des milliards, et ces milliards, si ça reste ici, c'est de l'emploi pour ce pays. Ce sont ces mêmes mécanismes que nous avons proposés ici pour qu'on ait le plein emploi. D'accord, permettez, parce qu'on est dans une émission et le journaliste doit pouvoir poser des questions. Je rappelle que vous êtes l'invité du jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn, et que vous vous appelez Mamadou Digo, directeur général de l'ANAT. Mais sur l'emploi, parce qu'on est quand même face à une situation. Pour beaucoup de gens, il n'y a pas une optimisation des politiques en matière de lutte contre le chômage. Il y a une sorte même d'inflation institutionnelle avec beaucoup de structures, ANPEJ, DER, et je n'ai pas fini de citer. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui constitue aussi un des problèmes? Est-ce qu'il faudrait aller vers une optimisation? Moi, je parle de ce qui me concerne, de ce qu'on m'a confié, de ce qu'on m'a demandé de faire. Vous savez, l'emploi, c'est plusieurs, vous l'avez dit vous-même, c'est quelque chose de très transversal. C'est plusieurs canaux. Mais je sais que le Sénégal est dans une bonne trajectoire de progrès par rapport à l'emploi. Parce que, vous savez, il y a pas longtemps, on disait qu'on était un pays pauvre. Aujourd'hui, on dit qu'on est un pays immensément riche en matière de ressources. Et le président de la République, quand il a constaté ces choses-là, il a dit il faut former des gens. Nous avons découvert les ressources. Nous les avons identifiées et les cartographiées. Maintenant, il faut former les populations, former les jeunes. Formation, oui. On met en place 45 centres de formation. D'accord. Il faut déjà dit. Est-ce qu'il faudrait aller vers une optimisation aussi des structures qui s'occupent de l'emploi? L'optimisation est toujours bonne en fait. Il faut toujours. Moi, en tant qu'aménageur, on m'a dit que l'aménagement du territoire, c'est l'efficacité, c'est l'optimisation. Maintenant, par rapport à cette question-là, vous savez, les processus d'industrialisation ont été mis en place depuis un bon bout de temps. Parce que identifier les ressources, demander à ce qu'on produise plus pour avoir une masse critique afin de pouvoir industrialiser. Deuxièmement, autoriser la grande distribution à venir au Sénégal pour permettre à Demba
qui est au Fouta ou qui est quelque part à faire de la micro-industrie. Mettre l'accent sur l'agriculture et l'industrie pour régler la question. La formation aussi. Très bien. La formation. Très bien. Les supermarchés. Les supermarchés, on a compris. la désethnisation de nos métiers, parce que nous avons beaucoup de métiers ethnicisés. Oui. Et dans ce processus, est intéressant. Voilà, dans ce processus, ce qu'on est en train de faire. Oui. Quand on dit, c'est comme par exemple le forgeron, le tisserand, exactement, le cordonnier. Effectivement, c'est lié à l'éleveur peul. Le pêcheur. Alors que c'est des métiers que tout le monde devrait pouvoir faire. C'est ce que vous êtes en train de dire. Exactement ça. Cette question-là, nous l'avons réglée même dans le plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal. Pour vous dire que le Sénégal, depuis 2012 à maintenant, surtout par rapport à ce plan, a fait beaucoup d'efforts pour aller vers l'industrialisation, qui est mère même de l'emploi en réalité. Merci Djigo. Zal Salif Ndiaye, les jeunes ont suivi l'appel au calme du président Macky Sall après les récents événements violents d'ailleurs, pendant ces manifestations, et il leur a promis de l'emploi, c'est-à-dire le chef de l'État. Alors, c'est la question de Zal Salif Ndiaye. Peut-on dire que le président est sur la voie de la réponse aux attentes de la jeunesse après avoir fourni des charrettes aux 24 jeunes de Diourbel? Cette offre de charrette est beaucoup chahutée d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Votre réponse? Oui. L'emploi, ce que monsieur le président de la République a fait par rapport à l'emploi, c'est pas les charrettes. Moi, quand quelqu'un vient me demander une charrette, si je de quoi lui offrir pour qu'il achète une charrette, je lui offre. La question n'est pas là. Il ne faut pas qu'on perde notre temps sur ces détails-là. Vous savez, c'est quoi l'emploi? L'emploi, c'est de mettre en place des infrastructures capables d'attirer le secteur privé pour que ce secteur privé-là mette en place des entreprises, mette en place des industries pour le développement de ce pays. Le président a mis Ila Touba, il a construit des routes, il a desservi en fait, quasiment, il a désenclavé quasiment tous les villages de notre pays et toutes les villes de ce pays. On a mis en place des forages un peu partout. L'électricité fonctionne à merveille maintenant au Sénégal. Tous ces éléments-là, ce sont ces éléments qui poussent vers l'industrialisation, vers la création d'emplois. Mais on semble pêcher sur la question de l'économie transfrontalière, par contre. On ne parle que du marché de Diaobé pour nous en glorifier, mais c'est loin d'être suffisant. Oui, mais par rapport au plan, ce qui est proposé, c'est de faire de telle sorte que de se référer à ce qui est déjà fait par rapport au piment. Vous savez, quand le président est venu, il avait compris que les Sénégalais qui habitaient, la plupart de beaucoup de personnes qui habitaient dans les frontières préféraient aller de l'autre côté, ou bien il y avait voilà, des services qui manquaient et autres. C'est la raison pour laquelle il a dit nous allons mettre en place un programme d'urgence pour que ces Sénégalais-là se sentent Sénégalais. Et là, maintenant, dans le cadre qu'il y ait une économie surtout, une économie transfrontale. Parce que vous avez expliqué tout à l'heure que la Mauritanie avait pris une longueur d'avance sur nous, sur cette question, par exemple, de l'économie transfrontalière. La Mauritanie, la Gambie aussi. La Gambie et même la Guinée. Je ne veux pas trop... Donc on a un retard à rattraper en matière d'économie transfrontalière. On est en train de le rattraper parce que les infrastructures... Dernière chose, parce que c'est fini, Mamadou Djigo, le report des élections locales. La troisième fois, finalement, il devrait se tenir en février. S'il vous plaît, en février 2022. Ma question n'est pas politique. Ma question est surtout liée au foncier parce que c'est une donnée fondamentale dans le cadre du PNDAT. Est-ce que ces maires, ces présidents de conseils départementaux et autres sont aujourd'hui légitimes pour légiférer sur les questions foncières qui sont des questions importantes et sensibles? C'est une question politique, Mahmoudou. La politique dans le... Pas la politique politicienne, mais en tant que gestion des affaires de la cité. Quel est votre sentiment? Quel est votre sentiment? Moi, je préfère que l'on me demande comment faire pour que ces territoires-là se développent. Mais vous savez, vous savez bien que le développement des territoires est lié aussi
au lieu aussi de permettre à la gestion des collectivités locales. Nous sommes un pays démocratique où l'opposition et le pouvoir échangent pour trouver des solutions par rapport à des questions purement politiques. Oui. Maintenant, par rapport au foncier, par rapport au développement de ces territoires, nous avons mis suffisamment d'outils, surtout par rapport à la nouvelle loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires, pour accompagner à ce qu'on ait des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement. Merci Mamadou Djigo, directeur général de l'Agence nationale d'aménagement du territoire ANAT. Vous étiez l'invité du jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn avec Aliou Diouf au texte, à la photo Abdoulaye Silla. Réalisation technique de cette émission pour la télé et la radio, Masmou Babacar Ndiaye, Ibamar Sen, mais aussi Ndiankou, il ne faut pas l'oublier, notre éclairagiste. Mamoudi Brakan pour vous présenter le JDD. Réseaux sociaux, Mamadou Diagne, Biram Pouy. Bon dimanche. Rendez-vous dimanche prochain.